Mesdames et messieurs, c'est ici où vous êtes mieux informés. Merci de votre fidélité renouvelée sur la télé panafricaine. L'heure de vous informer avec l'édition du journal. Tout d'abord, les sommaires. À la une de cette édition, des violents combats entre les Wazalendo et les rebelles M23 sont signalés aux alentours de la paroisse catholique de Massissi Centre. Ce jeudi matin, la situation reste tendue dans la zone. Pendant ce temps, un calme précaire règne dans la commune rurale de Walikale après les retraits des rebelles M23 mercredi soir. La population reste toutefois inquiète quant à une éventuelle reprise des hostilités. Toujours à la une, le général Jacques Ishaligonzandourou, chef d'état-major général adjoint des forces armées de la République démocratique du Congo chargé des opérations et renseignements, est arrivé mercredi 2 avril à Beni, dans la province du Nord Kivu, pour une mission d'inspection et de commandement. Lors de son arrivée, il a invité la population locale à garder son calme en affirmant que des opérations militaires étaient en cours pour stabiliser la région. Un reportage à suivre dans ce journal. Voilà tout pour les titres. Restez connectés tout en vous abonnant sur notre chaîne Gueule Afrique Télévision. D'intenses combats entre les Wazalendo et les rebelles M23 sont signalés aux alentours de la paroisse catholique de Massissi Centre ce jeudi matin. La situation reste tendue dans cette zone. Pendant ce temps, un calme précaire règne dans la commune rurale de Walikale après les retraits des rebelles M23 hier mercredi dans la soirée. La population reste toutefois inquiète quant à une éventuelle reprise des hostilités. Reportage. C'est jeudi 3 avril, des tenses combats ont éclaté aux alentours de la paroisse catholique de Massissi Centre, opposant le combattant Wazalendo aux rebelles du M23. Des sources locales rapportent que les affrontements ont débuté tôt ce matin, impliquant notamment le jeune Wazalendo dans la zone. Ces combats surviennent alors que le gouvernement congolais et les rebelles du M23 soutenus par le Rwanda se préparent à de pourparlers directs le 9 avril. Cette rencontre, confirmée par des sources des deux camps, pourrait relancer les efforts du Qatar pour mettre fin au pire combat que le Congo ait connu depuis des décennies. La réunion de Doha marquerait la première négociation directe entre les deux parties depuis la prise de contrôle de deux plus grandes villes de l'est du Congo par les M23. Cette offensive rapide a provoqué de milliers de morts et forcé des centaines de milliers de personnes à fuir leur foyer. Un responsable congolais a confirmé la tenue de ces pourparlers le 9 avril, soulignant que les M23 devraient également présenter ces exigences à Kinshasa. Les deux parties se sont entendues pour ne pas divulguer publiquement le contenu de ces négociations. Le 18 mars, le président congolais Félix Tshisekedi et son homologue rwandais Paul Kagame se sont rencontrés à Doha. Le Qatar a par la suite accueilli un deuxième cycle de négociations entre les deux pays et a rencontré séparément le représentant du M23. Le Rwanda nie soutenir le M23 et affirme que son armée agit en légitime défense contre l'armée congolaise et les milices hostiles à Kigali. Les conflits qui sévissent à la frontière orientale du Congo avec le Rwanda et l'Ouganda trouvent ses racines dans le retombé du génocide rwandais de 1994 et dans la compétition régionale pour les richesses minières. La ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, coopération internationale et francophonie, Thérèse Kaikwamba Wagner, a reçu en audience l'ambassadeur d'Allemagne en République démocratique du Congo, Ingo Herbert. Les deux personnalités ont abordé la situation sécuritaire et humanitaire à l'est de la République démocratique du Congo, notamment la guerre du M23. La ministre congolaise des Affaires étrangères, Thérèse Kaikwamba Wagner, a rencontré mardi l'ambassadeur d'Allemagne en RDC, Ingo Herbert, pour discuter de la crise sécuritaire et humanitaire à l'est du pays. L'Allemagne, en tant que présidente actuelle du groupe international de contacts, a tenu à s'entretenir avec la ministre congolaise sur la situation actuelle dans l'est du Congo, marquée par l'agression rwandaise et la rébellion du M23, a déclaré l'ambassadeur Herbert à la presse. Nous avons discuté des initiatives prises par la SADC, EAC, l'Union africaine et des moyens pour la communauté internationale de soutenir ses efforts pour rétablir la paix et la stabilité dans la région.
Thérèse Kaikwamba-Wagner a également insisté sur la nécessité de maintenir la pression sur Kigali en fait de faire avancer les initiatives diplomatiques en cours pour la paix dans l'est de la RDC. Les récents sommets conjoints des chefs d'État de l'EAC et de la SADC a adopté une feuille de route pour résoudre les conflits dans l'est de la RDC. Cette feuille de route, issue d'une réunion ministérielle conjointe SADC-EAC à Harare, propose des mesures immédiates à moyen et à long terme pour mettre fin à la guerre menée par les M23 contre l'armée congolaise. La rencontre entre la ministre congolaise et l'ambassadeur allemand souligne l'importance de la coopération internationale pour trouver une solution durable à la crise dans l'est de la RDC. Les initiatives régionales et les efforts diplomatiques en cours offrent un espoir de paix et de stabilité dans la région. Revenons dans la province du Nord Kivu où les gouverneurs des provinces Bahati, Musanga et Rasto a réuni hier mercredi 39 cadres des entités territoriales de Rutshuru, Nyiragongo, Masisi et Goma au gouvernorat des provinces. L'objectif de cette rencontre n'a pas été communiqué, mais elle intervient dans un contexte de tensions persistantes dans cette région, notamment dans le territoire de Rutshuru où les affrontements entre l'armée congolaise et les rebelles du M23 se poursuivent. Des précisions dans ces reportages. Réunion du gouverneur de province avec les autorités administratives des entités sous contrôle de l'AFC M23 au Nord Kivu. 39 cadres des entités territoriales en provenance de Rutshuru, Nyiragongo, Masisi et Goma se sont réunis ce mercredi 2 avril 2025 au gouvernorat de province du Nord Kivu. Il s'agit de la première réunion du gouverneur de province Bahati, Musanga et Rasto avec le maire de Goma, les bourgmestres, les administrateurs des territoires, les chefs des cités et les chefs des centres des entités administrées par l'AFC M23 au Nord Kivu. La rencontre a porté sur des questions sécuritaires et l'état des lieux de chaque entité. Les participants ont remercié l'armée révolutionnaire congolaise pour les efforts fournis dans la sécurisation des populations et de leurs biens. S'agissant du développement, quelques entités ont déjà débuté les initiatives locales suite au retour des déplacés, explique Mumbere Banga Justin, chef de cité de Kibirizi dans les territoires de Rutshuru. Wakaaji wa kule wanalima tu mlimo tu moya ni bunga na bunga kwa leo kabisa saki ni 10,000, 20,000 na naitosha mbali kidogo antukali natuletea krize ndani ya mugini. Kwa ukweli wakimbizi ambao wako narudi kutoka Makirumba sehemu mbalimbali walikimbilia, basi tunawapokea hata kama nyumba yake walikuwa shibomola, hata wamwizi washabomola mlango, tunaongea naye, tukishaongea naye tunamwonyesha mahali anapasha kuwa na kisha tunamregistre. Tukisha registre tunaona wakati onje itakuya tunamwandika na onje namsaidia kuvifaa fulani vya nyumba au pesa. Na kwa kweli population iko na furaha hiyo ile kitu. Les administrateurs des territoires de Rutshuru et de Masisi ont successivement indiqué que le calvaire des barrières n'existe plus sur les routes dans les deux entités. L'armée qu'on appelle ARC en sigle a pris le contrôle de la route nationale numéro 2. Partout dans nos zones, il n'y a aucune barrière. Je le répète bien, il n'y a aucune barrière. Ces derniers temps, il y a des bis, des grands bis, des mini-bis qui quittent Goma vers Rutshuru à 19h, qui quittent Rutshuru à 20h vers Goma. Donc la circulation elle est libre, il y a libre passage sur la route. Fini, on ne parle plus de Busendo, on ne parle plus de Rukoro, on ne parle plus de Nyahanga, on ne reconnaît plus ces noms qui faisaient peur à la population. Kule shida sana ambayo tuko nayo inayotusumbua sana ni shida ya barabara. Masisi kuko shida sana ya barabara. Kutoka hapa niseme kutoka hapa Sake kuelekea Kirorirwe barabara haiko mzuri.
kutoka Sake kuelekea Masisi zone barabara isharibika kabisa, na utakutana gari za mingi zilishaanguka munjia sababu ya barabara. Ile ndio shida ambayo tuko nayo sana. Signalons que cet échange avec ces autorités locales permettra à l'exécutif provincial d'avoir une idée générale sur les priorités de relance du secteur socio-économique dans les zones sous contrôle de l'AFC M23 au Nord Kivu. Comme annoncé dans les sommaires, le lieutenant-général Ishali Gonzandourou Jacques, chef d'état-major adjoint des forces armées de la République démocratique du Congo chargé des opérations et renseignements, est arrivé à Beni. Le général Ndourou a atterri à Beni, chef-lieu provisoire du Nord Kivu, en début d'après-midi. Il arrive après avoir inspecté les troupes dans la province de l'Ituri. Reportage. Le lieutenant-général Ishali Gonzandourou Jacques, chef d'état-major général des FARDC chargé des opérations et renseignements, est arrivé ce mercredi à Beni au Nord Kivu. Cette visite intervient alors que la ville est devenue le chef-lieu provisoire de la province suite à la prise de Goma par les rebelles du M23. Le général Ndourou, qui est arrivé à Beni après une inspection en Ituri, a déclaré: je suis ici à Beni, j'ai été dépêché par le chef d'état-major général dans une mission d'inspection et de commandement. Vous allez vous attendre à la sécurité et à la paix de nos unités qui sont engagées dans les opérations. La population, elle doit garder son calme. Nous sommes là, elle doit faire confiance à son armée, les FARDC, qui ont la mission régalienne de protéger l'intégrité territoriale et protéger la population et ses biens. L'armée congolaise et ses alliés sont engagés sur deux fronts. Au nord, ils combattent les rebelles des ADF, tandis qu'au sud, ils tentent de stopper l'avancée du M23 vers Lubero. Le général Ndourou arrive dans un contexte d'accalmie apparente sur les axes opérationnels depuis une semaine. La population de Beni, qui vit sous la menace constante de la violence, attend avec impatience des résultats concrets de cette mission d'inspection. Le général Ndourou aura la lourde tâche de réorganiser les troupes et mettre en place une stratégie efficace pour contrer les rebelles et restaurer la paix dans la région. Au Sud Kivu, le gouverneur de la province Jean-Jacques Purusi appelle à un dialogue direct entre le président Tshisekedi et Paul Kagame, ainsi qu'à des négociations entre les équipes du M23 et du gouvernement congolais. Purusi s'exprima devant les députés français de la Commission des Affaires étrangères a proposé que ces discussions soient facilitées par des organisations internationales, notamment l'Organisation internationale de la francophonie, l'OIF. Nous vous proposons de les suivre dans ces propos recueillis pour vous. Il faut que Kagame et Tshisekedi discutent entre eux. Il faut que les équipes du AFC M23 discutent avec les équipes de notre pays, de notre gouvernement. Et tout ça doit se faire par une facilitation de certaines organisations qui connaissent l'histoire de la sous-région et dont nous sommes membres. Je pense particulièrement à l'Organisation internationale de la francophonie. Je pense que c'est vraiment une très très belle opportunité. L'Organisation internationale de la francophonie, avec l'appui de la RDC d'ailleurs, lors du vote qui a eu lieu à Yerevan, faut vous rappeler qu'on a mis en place une secrétaire générale rwandaise, Madame Mushikiwabo. Et à côté de ça, avec l'appui de la RDC, la francophonie tourne bien parce que nous sommes le premier pays francophone au monde. Et je crois que c'est vraiment l'opportunité, c'est un espace de démocratie, des droits de l'homme, de bonne gouvernance qu'on peut exploiter maintenant. On organise, que la francophonie prenne le lead en organisant une conférence régionale où nous, les gouverneurs du Sud Kivu, le gouverneur de province voisine du Rwanda, c'est-à-dire de Kamembe qui est voisine du Sud Kivu, trois gouverneurs du Burundi aussi qui avoisinent le Sud Kivu, celui de Tanzanie qui borde le lac Tanganyika et le Sud Kivu, qu'on se mette ensemble, qu'on associe les organisations des femmes, des jeunes et des droits de l'homme
la société civile pour qu'on réfléchisse sur comment on peut accompagner les mécanismes, que la guerre ne nous amène à rien et on ne peut que réussir tous ensemble. À côté de ça, il faut qu'on fasse jouer les organisations sous-régionales. Nous avons la communauté économique des pays des Grands Lacs qui réunit le Rwanda, le Burundi et la RDC. Nous avons la conférence internationale sur la région des Grands Lacs qui réunit les 12 pays entourant la RDC. Nous avons aussi East African Community. Nous avons la SADC, South African Development Community. Nous avons aussi la CAC, la communauté économique des États d'Afrique centrale. Ces organisations ont toute une série de mécanismes. Et forcément, il faut qu'on rentre à l'accord cadre d'Addis Abeba, le seul, à mon avis, le seul accord qui a été signé et ratifié par tous les chefs d'État de la région, de l'Afrique, au fait. Donc, il faut qu'on discute maintenant concrètement comment sortir de ça. Et je crois, on se bat pour les minéraux. Et la preuve, c'est que la progression, la cartographie de la progression de l'armée rwandaise à l'intérieur du sud et du nord Kivu suit la cartographie et le positionnement des sites miniers. Ainsi, par exemple, la première réserve mondiale du coltan de la cassitérite qui est industrialisée aujourd'hui, c'est à Walikale et dans le nord Kivu, à la frontière avec le sud Kivu. C'est la société américaine Alpha Mine qui l'exploite. Et donc, les Rwandais sont en train de progresser en direction de Kisangani, mais c'est cette mine qui l'intéresse. Alors, ils sont en train de progresser vers le Grand Sud, c'est-à-dire Walungu, parce que la société canadienne avait jadis exploité des minerais dans la zone. La société canadienne du nom de Banro a exploité des milliers de tonnes d'or, de cassitérite et de coltan dans les mines de Twangiza Mining, Kamituga Mining, Lugushwa Mining et Namoya Mining, et puis il y a Tubimbi Mining. Et vous voyez que c'est là où se trouvent les Rwandais. Le M23 et l'armée rwandaise sont effectivement sur cet axe-là. Et des entreprises chinoises viennent d'être contractées, ils ont signé illégalement avec le M23. Ils ont reçu 500 000 $ américains en liquide dans un seul site minier. Il faut dire qu'il y a plus de 87 sites miniers sur cet axe. Et voilà, donc il y a tout ça. Mais je pense que nous pouvons trouver une formule en nous essayant ensemble, en essayant de comprendre que on mette le Rwanda dans le deal, les Américains, les Français, les Ougandais, tout le peuple de la sous-région. Et ensemble, on voit comment on peut développer un partenariat gagnant-gagnant où tout le monde se retrouve, et la population et les autres. Merci beaucoup. Monsieur Gouverner, on vous remercie. À l'international, le service de sécurité burkinabé a publié mardi une liste de 32 personnes recherchées pour association de malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste. La liste comprend des djihadistes, mais aussi des journalistes et des hommes politiques. L'annonce a suscité l'indignation et des questions sur la liberté de la presse et l'indépendance du pouvoir judiciaire. Reportage. Le gouvernement militaire du Faso a publié mardi une liste de 32 personnes recherchées pour association de malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste. Cette liste, qui comprend des djihadistes, mais aussi des journalistes et des hommes politiques, a suscité de vives réactions. Les documents publiés sur la page Facebook du ministère de la Sécurité présentent des photos et des noms de personnes accusées d'être impliquées dans des activités terroristes. En tête des listes figure Jafar Diko, chef du groupe djihadiste Ansarul Islam, lié à Al-Qaïda. Cependant, la liste inclut également des figures publiques comme Naïm Touré, un lanceur d'alerte, et Ahmed Aziz Diallo, ancien maire de Dori. Le capitaine Ibrahim Traoré, chef du pouvoir militaire, a déclaré que ces personnes étaient des ennemis de l'intérieur ou de l'extérieur et a appelé à la vigilance. Nous les attendons de pied ferme et nous serons impitoyables, a-t-il averti. Parmi les personnes visées par la liste figure également Ahmed Newton Barry, journaliste en exil et ancien président de la commission électorale. Barry a dénoncé la liste comme une tentative de diffamation visant à les faire taire. On ne peut pas avoir plus de 100 soldats tués, une dizaine de camps militaires investis par des terroristes et prétendre que tout va bien, a-t-il déclaré. Le journaliste a qualifié la liste de politique d'effet d'annonce et de fuite en avant, visant à masquer la crise qui traverse le pays. Ces dernières semaines,
Le Faso a été le théâtre d'attaques meurtrières contre des militaires et d'arrestations des civils opposés au capitaine Traoré. Human Rights Watch a également condamné la publication de la liste, la qualifiant des climats de terreur instaurés par la junte. La publication de cette liste suscite de nombreuses questions sur la situation sécuritaire au Faso et sur les méthodes employées par le gouvernement militaire pour lutter contre le terrorisme. La liste a également soulevé des inquiétudes quant à la liberté de la presse et à la liberté d'expression dans le pays. Voilà tout pour cette édition du journal. Mesdames et messieurs, nous vous disons merci de l'avoir suivi. L'actualité reste en continu sur notre chaîne YouTube Gueule Africa Télévision. Abonnez-vous massivement. Ne ratez pas aussi de suivre l'édition des 19h, toujours dans l'optique de vous mettre au parfum de l'actualité.